Chers lighters, chères lighteuses, bienvenue dans l'épisode numéro 26. Comme chaque semaine, très heureux d'être à ce micro. J'attends de plus en plus avec impatience ce moment parce que, je sais pas, mais en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'avoir de plus en plus d'idées, de plus en plus de choses à partager. Donc, c'est tant mieux. Pour ceux qui me découvrent ici, Light est un podcast qui a un seul et unique objectif, comme l'a dit le poète anonyme Atticus, quelle que soit la graine que tu aies fleurie. Pour cette semaine, j'ai des belles choses en perspective pour vous. Pour commencer, on va parler de la Chine, parce que si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que je suis parti en Chine. J'en suis déjà revenu d'ailleurs, parce que là, actuellement, ceux qui regardent sur YouTube, je suis en Thaïlande, dans une auberge de jeunesse. Alors j'ai de la chance parce que j'ai ma propre chambre. C'était quand même un peu plus confortable. De base, j'avais pris un Airbnb un peu luxueux, un peu cool, parce que mine de rien, la Thaïlande, c'est pas un pays qui est très cher. Mais au final, c'était hyper bruyant. Et ici, c'est cool parce qu'il y a aussi le côté social qui est très agréable. Mais bref, on va parler de la Chine et des 3 choses que j'ai apprises là-bas. En 2, on verra la fuite moderne, quand échapper à l'inconfort vous fait du mal. Ça, c'est un point vraiment qui est crucial et j'ai pas mal de choses à dire à ce propos. En 3, on verra le bateau de Thésée. C'est un concept philosophique qui me semble très intéressant et qui pose des questions plutôt intéressantes. En 4, on verra l'art de s'imposer dans un débat. J'ai des insides des plus grands experts sur ce sujet, et notamment dans le livre que je viens de terminer, la Think Again de Adam Grant. Après plus de 2 semaines, hein, ça a été ça a été assez éprouvant cette lecture, notamment parce que c'était en anglais et je sais pas si ça vous fait ça aussi. Déjà, est-ce que vous lisez en anglais, j'en sais rien, mais personnellement, moi, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, là, c'est un livre qui fait simplement 250 pages, entre guillemets. Mais pourtant, j'ai mis plus de 2 semaines. Mais en tout cas, j'ai tiré plein d'insides que je mettrai d'ailleurs dans le second cerveau. Ça m'a pris 3 heures, je crois, en tout pour le résumer, ce livre. Donc, il y a pas mal de choses. Et en 5, on verra la métaphore du brouillard sur la vie. Pareil, c'est inspiré de ça. Ça a beaucoup résonné en moi. Ok, alors avant qu'on passe au plan de semaine, je le rappelle, tu peux, avec le premier lien qu'il y a en description de ce podcast, accéder à mon second cerveau. C'est le résumé de 3 ans de prise de notes et de connaissances sur pas mal de sujets. Et j'ai décidé de faire un truc parce que ça peut paraître un peu flou sur qu'est-ce qu'un second cerveau, qu'est-ce qu'il contient, si ce n'est des notes, des résumés de livres, etc. J'ai fait une vidéo de présentation, donc directement avec le premier lien en bio, tu verras à quoi ça ressemble et à quoi est-ce que tu peux t'attendre en payant 20 € pour y avoir accès. Donc je te laisse aller checker ça si ça t'intéresse, parce que oui, un second cerveau, surtout Obsidian, pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier c'était le cas avant, c'est très flou en fait, je vois pas vraiment à quoi est-ce que ça ressemble. Ok, on est parti pour le plan de semaine, comme à notre habitude. Alors j'avoue que c'est un peu étrange d'être dans cet nouvel environnement. À chaque fois, je dois m'adapter. Là, je sais qu'en plus, il y a sûrement des gens à côté, donc j'espère que je les empêche pas de dormir. Mais bon, il est 11h30, donc au bout d'un moment, voilà, il faut prendre un peu sa vie en main, quoi. Même si une petite sortie de temps en temps n'est pas de refus. Donc, qu'est-ce qu'on a accompli? Alors, de mon côté, voilà, je suis parti en Chine. J'y suis resté que 4 jours. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et là, je suis en Thaïlande, à Bangkok. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal la Thaïlande. Et je suis assez content d'être capable de voyager seul et d'être de plus en plus à l'aise avec ça. Parce que c'est quand même un sacré challenge, je trouve. Ensuite, j'ai fait, comme je l'avais promis et prévu, 3 séances de sport. Une séance de muscu, une séance cardio en salle. Et c'était vendredi, j'ai fait un foot avec les Thaïlandais. C'était trop drôle et vraiment trop sympathique. Je me baladais dans un parc et au bout d'un moment, je vois des gens qui jouent et je me dis « Oh, j'ai trop envie ». D'ailleurs, il y avait la salle de muscu juste à côté, mais j'étais en mode « J'ai 100 fois plus envie de faire du foot que de la muscu ». Donc j'y suis allé, j'ai craché mes poumons, mais je me suis bien amusé. J'ai posté une vidéo sur YouTube, je suis allé au resto hier avec des gens sur Bangkok que j'ai capté. Écriture du newsletter, je marche tous les jours plus de 10 000 pas, mais facile, même plus de 10 km en fait, je pourrais écrire. J'ai supprimé tous les réseaux de mon téléphone depuis 2 semaines. Et j'ai résumé et lu le livre d'Adam Grant.
Il y a pas énormément de choses qui sont accomplies en ce moment, notamment parce que, bah, c'est une phase plutôt de voyage et de découverte. Et je trouve que c'est assez perturbant comme situation, quand tu as l'habitude d'accomplir beaucoup de choses et que là, d'un coup, tu as l'impression d'en faire moins. Il y a un sentiment de, d'être moins accompli, d'une certaine manière, mais pourtant, je me suis jamais senti autant sur la bonne direction. D'ailleurs, j'ai une anecdote très, très marrante. Juste avant de partir en Chine, donc j'avais pris un Airbnb. C'était, bah, juste après le dernier podcast là, l'épisode 25. Je fais mes affaires, machin et tout. Il y avait la fille que j'avais rencontrée, à Istanbul qui venait me chercher et qui me déposait à l'aéroport. Donc elle arrive, machin, on commence à partir et là, il y a le mec du Airbnb qui m'appelle et qui me dit: «Monsieur, vous avez oublié votre passeport». Là, j'étais en mode: «Hein? Quoi, j'ai oublié mon passeport, what the fuck?» Mais c'était bien parce que, enfin, j'ai eu de la chance parce que on venait de faire 300 mètres quoi avec la voiture, donc j'avais encore la possibilité d'aller au Airbnb, récupérer mon passeport et partir en Chine. Et là, pour moi, j'ai vécu un moment de synchronicité assez fort. C'est comme si la vie m'avait dit: «Va en Chine», genre c'est une bonne idée. Et enfin, c'était assez fou vraiment parce que il aurait fallu que le gars m'appelle 30 minutes plus tard et c'était terminé. Surtout que de base, moi, je suis tout le temps en mode avion, injoignable et tout. Mais là, je sais pas, j'ai décidé de prendre l'appel parce que, je sais pas, petit feeling. D'ailleurs, même, mon téléphone était en mode vibreur. D'habitude, il est tout le temps en mode silencieux. Enfin, bref, là, j'ai vu vraiment une grosse synchronicité qui me disait, va en Chine, c'est bien, t'es sur le bon chemin. Donc bon, incapable d'expliquer, le pourquoi du comment de ce genre de moment, mais en tout cas voilà, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qui s'est passé. Et donc pour revenir à ce que je disais, pas l'impression d'accomplir beaucoup, mais pourtant l'impression d'être sur la bonne voie. Je pense que c'est ce qui compte avant tout. Voilà, je vais pas j'ai pas beaucoup plus de choses à partager, sur ça, le plan de enfin les KPI au niveau du téléphone. Bon, il est en train de filmer, donc je peux pas checker. Mais c'est comme d'hab, hein. D'ailleurs, depuis que j'ai supprimé tous les réseaux, bah c'est encore plus faible, ou juste parce que je voyage beaucoup le Google Maps et tous ces trucs, mais pas très important. Ok, on va parler de la Chine. De ce pays, que dis-je, de cette nouvelle planète. Parce que pour moi, c'est vraiment une nouvelle planète, en fait. C'est assez impressionnant. Et c'est aussi ce que j'étais allé chercher là-bas, c'est-à-dire ce sentiment de déconnexion assez fort, d'isolement même. J'ai senti beaucoup d'isolement là-bas, qui a été qui a été assez éprouvant, hein. J'ai même noté, parce que je fais pas mal de journaling en ce moment, que mes mots c'était j'ai traversé l'enfer. Et j'ai eu un peu cette sensation à certains moments quand t'es tout seul à l'autre bout du monde, enfermé dans ta tour, et que tu ne peux parler à personne, même pas tes amis parce que t'as pas encore réussi à utiliser WhatsApp. C'est étrange comme sensation, mais ça vaut le coup d'être vécu. Bref, donc moi je suis allé à Chengdu. C'est une ville de 18 millions d'habitants. Pour eux, c'est une petite ville, hein, en Chine, parce qu'ils sont quand même plus d'un milliard. Il faut le rappeler, même si c'est immense, hein. C'est immense. Il y a des buildings partout et tout. Bref, la première chose que j'ai découverte là-bas, c'est que les Chinois sont accros aux écrans, et vraiment vraiment accros. Surtout au téléphone, et je ne pensais pas du tout que c'était le cas. En fait, j'ai vraiment été très choqué par ça, pour être honnête. Je me souviens d'une vidéo que j'avais fait sur YouTube qui avait bien marché, où le titre était TikTok n'est pas un problème pour les jeunes. Alors évidemment, à vocation un peu provocateur. Ça, c'est quand j'avais mis mon cerveau sur le mode faire des vues, qui est resté pendant longtemps sur ce mode, hein, d'ailleurs. Donc voilà, je trouvais l'approche assez intéressante, et c'est vrai qu'il y avait des trucs intéressants à dire. Et un des premiers arguments d'autorité, c'était: l'algorithme TikTok n'est pas du tout le même que nous, on a en France, par exemple, parce que eux, ils contrôlent le flux d'informations beaucoup plus, et il y a beaucoup plus de contenu éducatif, à portée intellectuelle, je sais pas, et à réflexion peut-être, moins de contenu un peu fast-food, on pourrait dire. Mais en fait, malgré ça, j'ai l'impression que ça ne change rien. Absolument rien. Et je n'ai jamais vu autant de gens être autant scotchés sur leur téléphone et à passer la journée à scroller. Donc c'est un truc de malade, et ça, je pense que ça cause du tort. Enfin, ça cause tellement de tort, et on a encore
du mal à comprendre quelles sont les implications que ça a, mais pourtant elles sont immenses. Donc bref, il semblerait que changer l'algorithme et proposer quand même du meilleur contenu ne résout pas le problème de scroller et de passer son temps sur les écrans. Mais ça, pour moi, c'est un problème qui est un peu plus systémique, un peu plus macro, qu'on abordera dans le point 2, qui est la fuite moderne et cette tendance qu'on a de plus en plus à échapper d'une certaine manière à une forme d'inconfort, peu importe la manière dont elle se présente. Donc voilà, accro aux écrans dans les transports, il y a une scène notamment qui m'a choqué, j'ai pris une photo, je suis au resto, et là il y a 3 filles qui sont en train de manger ensemble et les 3 sur leur tel en train de regarder des vidéos, quoi. Donc elles se parlent pas, elles se regardent même pas, elles regardent même pas ce qu'elles mangent. Et d'ailleurs c'est commun et banalisé là-bas, c'est même majoritaire en fait, le fait de manger et de regarder un truc. Et du coup ils sont vraiment là comme ça, genre, ils mangent super vite, super vite. Et ça c'est un truc dont je suis assez fier, c'est que aujourd'hui, et je mange quasiment toujours au restaurant en ce moment parce que c'est beaucoup plus simple et pour d'autres raisons. J'ai maîtrisé le skill de manger et de passer un repas complet de A à Z sans aucune stimulation. À l'extérieur, genre ça y est, c'est facile pour moi et c'est devenu même très agréable. Je mange beaucoup plus lentement, je suis beaucoup plus attentif à l'environnement extérieur. Et souvent quand il y a des gens, bah c'est cool parce que on est dans une position d'observateur qui est aussi intéressante. Souvent on est acteur dans le sens où quand on est avec des gens, bah on prend beaucoup moins le temps d'observer ce qui se passe. Là c'est une posture qui est différente, qui est tout aussi intéressante, qui permet de prendre un petit peu de recul. Donc c'est devenu assez facile. Par contre, je pense que c'est pas encore le cas tout seul chez moi. Et d'ailleurs, ça, c'est à mon avis parce que quand tu es dans un environnement extérieur où il y a des gens qui peuvent t'observer, tu te comportes pas de la même manière que quand tu es tout seul chez toi, enfermé dans ton appartement, où tu sais pertinemment que tu manges devant un écran ou pas, ça ne change rien si ce n'est pour toi. Alors qu'à l'extérieur, c'est un petit peu différent. Et moi, je sais que je pourrais avoir certains traits de personnalité qu'on pourrait qualifier de narcissiques, dans le sens où j'aime bien donner une belle image de moi, même si le narcissisme, à mon avis, c'est ce penchant à l'extrême. Eh bien, en fait, c'est plutôt une bonne chose parce que, et j'en parlais dans la vidéo sur le porno, le fait de s'exposer à un environnement extérieur et d'avoir des stimulations qu'on pourrait qualifier d'égotiques, c'est plutôt bien en fait. En bref. Deuxième chose sur la Chine, c'est que c'est une nouvelle planète en fait, véritablement. Et je pense que c'est peut-être le seul pays du monde, avec l'Inde à mon avis, où c'est possible d'avoir l'impression d'être dans un nouveau monde. C'est assez impressionnant, mais en Chine, il faut savoir qu'ils ne parlent pas anglais. En tout cas, à Chengdu où je suis allé, a priori, il y a que à Pékin où ils parlent un peu anglais, mais sinon ils parlent pas trop. Pékin, Hong Kong, tous ces trucs, même si Hong Kong c'est pas vraiment la Chine. Ils parlent pas anglais du tout. Et donc moi, quand je suis arrivé, ça a été très très difficile. Euh, Aussi parce que je n'avais pas Internet sur mon téléphone. Et c'est dans ce sens aussi que je pense que c'est une nouvelle planète, parce que c'est tout un nouvel écosystème. J'avais pas accès à mes comptes bancaires, pas accès à WhatsApp, pas accès à Internet. Les 24 premières heures, j'étais coupé du monde et coupé de mon compte en banque aussi, ce qui était plutôt galère, on va pas se mentir, et même très inquiétant. Ça m'a mis face à des choses d'ailleurs qui étaient intéressantes, et en fait naturellement je me suis rendu compte que dans cette situation j'avais une envie assez forte de fuir, c'est-à-dire d'aller je sais pas sur YouTube regarder des trucs ou d'appeler mes proches, qui pourrait être une forme de fuite d'une certaine manière. Je pouvais pas, j'étais bloqué, et donc j'étais face à des trucs qui étaient très désagréables. Et c'est justement là où j'ai pris conscience de cette banalisation et habitude qu'on a tous de fuir en permanence certaines choses. Mais bref, du coup, c'est un système complètement fermé. Si t'as pas de VPN, tu peux pas utiliser tous les réseaux, WhatsApp, etc. Et ils ont un système qui leur est propre et qui est fermé d'ailleurs. Et il y a un truc aussi intéressant, c'est par rapport au fait d'agir comme ça. J'ai regardé un documentaire il y a pas longtemps sur les GAFA, où en fait, il s'avère qu'il y a un monopole aujourd'hui qui est assez alarmant. Parce que ça soit Meta, Amazon ou encore Apple, ils sont sur des marchés qui sont très juteux, qui occupent une place
extrêmement importantes. D'ailleurs, ils sont plus riches que la plupart des pays du monde, hein, tellement leur capitalisation boursière est importante. Et donc, ils sont dans des situations de monopole qui sont tellement fortes qu'ils ont un impact sur le monde qui est considérable. Et là où la Chine est plutôt préservée, on va dire, en tout cas, toujours dans une forme de contrôle un peu plus importante que l'Europe, c'est que eux, ils contrôlent davantage ces médias parce que il est uniquement influencé par le pays, par la Chine. Alors que nous, aujourd'hui, en Europe, on est complètement victime des GAFAM. On peut rien y faire. Et d'ailleurs, dans le docu que je regardais, c'était sur l'attaque par rapport à ce monopole. Il y a un moment où il convoque Zuckerberg et au Parlement ou je sais plus quoi, je comprends pas trop bien là tous ces trucs. Il y a la Commission européenne, il y a le Parlement, il y a le Sénat, c'est encore autre chose. Je comprends rien. Pour l'instant c'est assez flou dans ma tête, mais bref, il convoque Zuckerberg et ils lui disent bon là ça va pas là. Genre, t'es trop vous avez influencé les élections au UK, c'est d'accord, t'as le droit de dire que t'es désolé, mais au final frérot, c'est quand même un peu chaud, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Zuckerberg? Il dit, ok, bon, vas-y, allez-y, posez-moi toutes vos questions. Ok, tu peux nous garantir que tu vas pas utiliser nos données? Ok, je note votre question. Ta. Et ils sont 15 à poser des questions qui sont extrêmement intéressantes, d'où tout le monde rêve que Zuckerberg réponde, parce que, on va apprendre des choses sur l'algorithme, sur comment est-ce qu'ils influencent les recherches, est-ce qu'ils vraiment ils ont de l'influence sur les petites entreprises, par exemple, et au détriment des grosses, enfin bref, comment est-ce que ça marche, quoi. Et au final, Zuckerberg, il prend des notes. Et à la fin, il répond à une question et après il dit, ah, bon, je suis désolé, le temps est écoulé, je vais devoir partir, merci pour votre temps. Et il se barre. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué et j'étais en mode, mais what? C'est vraiment un, je sais pas si je peux insulter le frérot sur l'endroit qui le détient. Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais voilà, vous avez un peu le fond de la pensée. Et bref, on voit à quel point on est victime de ce monopole. Et la Chine, c'est un petit peu moins le cas. Même s'ils sont tout autant victimes que nous, les utilisateurs les premiers de ces appareils qui gâchent un peu nos vies, quoi. Dernière chose que j'ai appris en Chine, c'est que la vie n'est pas très chère. Je trouvais ça intéressant. En moyenne, un repas, ça coûte 2 balles. Et c'est vraiment très très bien servi. D'ailleurs, ils servent des portions qui sont assez impressionnantes. Et même pour le logement, moi j'étais dans une giga tour au 29e étage avec du recul, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bref, un peu trop isolé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que là je me suis mis dans un hostel parce que c'est beaucoup plus sympathique en fait pour faire des rencontres, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant de prendre conscience que l'argent parfois est l'habituation à une certaine forme de confort tend à un renfermement sur soi-même. Parce que quand tu vas dans les endroits les plus luxueux, les plus sympathiques, que ce soit les restaurants, machin et tout, d'un point de vue matériel, parce que encore une fois, on pourrait reconsidérer qu'est-ce que ça signifie le luxe, un sujet sûrement très intéressant. Eh bien, t'es dans une grande tour, dans un grand appartement, mais t'es tout seul. Tu vas dans un restaurant magnifique, très grand, très beau, mais personne ne parle et t'as 3 serveurs pour toi. Au final, il y a une forme de hiérarchie qui s'installe tout de suite et tu peux plus connecter. Dans un hostel, c'est pas ça et c'est beaucoup plus sympathique. Les gens naturellement discutent. On tend à faire des trucs. Hier, j'étais sur le rooftop avec une américaine, une canadienne et un mexicain. Voilà, ça c'est des moments ça c'est des trucs qui n'ont pas de prix. Tu ne peux pas acheter ce genre de moments. Et je trouve ça plutôt cool. Donc je recommande si vous voyagez solo, vous avez envie de faire ça un petit peu. D'une, c'est moins cher, mais de deux, ça permet quand même de s'ouvrir et de faire des rencontres, mais tellement plus facilement. Et moi, c'est ça dont j'ai souffert un petit peu en Chine. Mais bref, du coup, j'étais dans un appart, hôtel, bref, hyper grand, hyper stylé, avec salle de sport, sauna, machin et tout. Et j'ai payé 60 € la nuit, quoi. Alors qu'à Paris, je pense, ça aurait coûté 300 balles facile. Donc c'est pas très cher, c'est vraiment pas très cher. Et la Thaïlande non plus ne coûte pas très cher. Ok, on va passer tout de suite à la deuxième idée qui m'anime un petit peu plus dans le sens où c'est une réflexion qui est vraiment personnelle et qui est venue
d'un sentiment et d'un vécu, en fait, très introspectif. La fuite moderne, quand échapper à l'inconfort vous fait du mal. Je bois de l'eau et on est parti. Mmh. Alors, il faut savoir que j'ai éteint la clim. De base, je l'avais mis, parce qu'ici, il fait super chaud en Thaïlande, il fait à peu près 30 degrés. Mais bon, je me suis dit pour le son du podcast, je vais l'éteindre. Le problème, c'est que je commence, je commence gentiment à transpirer. Alors, je sais pas pourquoi, mais ce sujet m'anime beaucoup, tellement que quand je m'endors à chaque fois, en ce moment-là, ces derniers temps, je me dis: «Putain, il faut que j'aille plus loin» et j'ai envie d'écrire un livre sur ça. J'ai vraiment envie d'écrire un livre sur ça et ça prend de plus en plus de place dans ma tête. Donc peut-être que ça va être mon futur projet. C'est pour moi un beau challenge et je pense que, le fait d'avoir gagné pas mal d'argent ces derniers temps, c'est un peu comme si la vie t'offrait un cadeau pour faire quelque chose de différent, qui nécessite une approche qui est peut-être un peu plus désintéressée de l'argent, mais plus intéressée par son impact. Et le livre, pour moi, c'est ça, mais je comprends que pour plein de gens, ça soit compliqué parce que ça demande tellement de temps, tellement d'efforts, tellement de ressources, tellement d'énergie, que si en plus de ça, tu gagnes pas d'argent en le faisant, bon bah c'est compliqué. Mais là, moi, c'est pas mon cas, c'est pas ma situation. Donc, je pense que j'ai vocation peut-être à faire ça prochainement. Bref, ok. Je pense que le phénomène de fuite est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est normal et l'humain a trouvé de plus en plus de manières sophistiquées pour fuir le réel. Euh, Ça a commencé, je saurais pas dire comment est-ce que ça a commencé, mais l'alcool, c'est une fuite, par exemple, une fuite qu'on pourrait qualifier peut-être d'un petit peu toxique, où voilà, il y a un événement qui est compliqué à vivre, il y a la potentialité d'une situation, et je dirais même plus dans d'une émotion négative, que ça soit l'ennui, la tristesse, la peur, le stress ou encore le conflit, la colère, tout ça sont des choses qui sont d'une certaine manière inconfortables. Et quand on approche ce genre de moment, aujourd'hui, on a tous, sans exception, pris l'habitude de fuir. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça dépend des individus, mais un des trucs qui aujourd'hui permet d'avoir une sorte d'anxiolytique en ultraveineuse constamment, c'est notre téléphone. Et notre téléphone, c'est devenu un mécanisme de fuite par défaut pour la plupart d'entre nous. Et ça, on s'en rend même plus compte, en fait. On est face à une situation qui est déstabilisante. Moi, par exemple, je l'ai vu pas mal avec le fait de poster une vidéo et de pas faire beaucoup de vues. Ça me met face à une forme de rejet qui pourrait s'exprimer, par exemple, dans mon corps, dans mon ventre, etc. Mais naturellement, comme c'est une sensation que j'ai qualifiée de désagréable, parce que il faut savoir, et ça je l'avais déjà dit, les voies de la douleur n'existent pas. Tu peux avoir une sensation inconfortable et tu peux ressentir de la douleur, mais en soi c'est juste un message chimique qui est ensuite interprété par le cerveau. Bref. Et donc face à ce genre de moment, voilà, il y avait des trucs inconfortables dans le ventre, dans la gorge, parce que voilà, c'est une forme de rejet et le rejet va nuire à ma survie, etc. C'est dans mon code génétique, quoi. C'est tellement ancré que on peut pas vraiment contrôler ce genre de réaction. Et donc, bah, naturellement, voilà, on essaye de fuir ça parce que c'est désagréable. Mais pourtant, je suis intimement convaincu que nous devons apprendre à vivre nos émotions négatives. Et que si on ne vit pas et on n'autorise pas l'émotion négative de nous pénétrer, alors on ne peut pas changer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu oublies le lendemain et tu recommences en fait. Euh, et, et il est fou en fait cette tendance qu'on a tous constamment à fuir, que ça soit par ça dépend de chacun, je pense, mais c'est vrai que les écrans, c'est devenu assez commun. Mais l'alcool, c'est évidemment une forme de fuite, pas toujours, hein, mais évidemment, mais ça l'est assez souvent. Je pense que les drogues, évidemment, ça en fait partie. La cigarette, on le voit bien, par exemple, dans une situation de stress, parfois que c'est tellement dur et c'est tellement lourd à porter que
l'humain doit trouver des moyens de substituer. Et je pense qu'il devra toujours trouver des moyens de substituer euh, et de rediriger sa frustration. Il me semble que c'est les fameux rats de Henri Laborie, donc un chercheur neuroscientifique qui a mené des trucs très intéressants, qui montrent que, en fait, le combat, parfois, c'est plus agréable que la douleur. Et que quand on vit un truc, donc une forme de stress, pour l'évacuer, on va avoir tendance à se battre avec la souris qui est à côté, parce qu'on a besoin de faire sortir cette chose. On en a besoin, c'est normal. Mais le problème, c'est que, en fait, quand on a pris l'habitude de fuir constamment, on est de plus en plus en train d'atrophier notre capacité à affronter les événements négatifs. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est très très problématique. Encore une fois, parce que si on ne vit pas les émotions négatives, on ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la gueule de bois, mine de rien, c'est une belle invention. C'est une belle invention parce que si tu te mettais une race tous les soirs, que le lendemain tu te réveilles et t'es trop bien, mais évidemment que tu continuerais tout le temps à le faire. Et moi perso, je sais que ça c'est un des trucs qui me rebute beaucoup à l'idée de boire beaucoup d'alcool. Au-delà de tout ce qu'on sait sur les effets négatifs que ça a, etc. Juste le lendemain me sentir mal et avoir des sensations qui sont désagréables suffit à faire en sorte que j'ai beaucoup moins envie de le faire. Et d'ailleurs, on le voit quand quelqu'un est en lendemain de soirée, en lendemain de cuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer sa journée à fuir. C'est-à-dire, pas trop bouger de chez lui, à beaucoup dormir, etc. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué et parce qu'il y a des émotions négatives, des choses qui vont réapparaître en fait. Putain, j'ai pris plein de notes sur ça et c'est encore un sujet qui est un peu fouillis dans ma tête, mais je pense que si on n'est pas capable d'affronter et de vivre les moments d'inconfort associés aux émotions négatives, alors nous ne sommes pas capables de changer. Et à mon avis, ça c'est un travail qui est très important, qui est vraiment très très important, et je vais essayer de retrouver les notes que j'avais écrites. Ok. Euh, J'ai écrit, ouais. D'ailleurs, c'est pour cette raison en fait que je suis parti en Chine. C'est que là-bas, c'est une nouvelle planète. Et donc, la meilleure distraction à se mettre sous la dent, c'est de regarder des Chinois jouer au ping-pong. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Et donc, ça demande de faire. C'est comme si, quand je suis allé en Chine, j'avais l'impossibilité de fuir. Et donc, j'ai été confronté face à ça et toutes ces émotions négatives. Et d'ailleurs, pour être très transparent avec vous, parce que je pense que c'est important, le premier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Juste après être allé au restaurant, je suis allé au 7-Eleven, c'est genre une sorte de supermarché qui est ouvert 24 heures sur 24, et j'ai acheté des gâteaux. J'ai acheté des gâteaux parce que je me sentais tellement mal que j'étais dans l'obligation de fuir cette sensation, et moi je sais que ça passe notamment par la nourriture. Donc j'ai acheté des gâteaux, j'en ai mangé, pas forcément parce que j'avais faim, genre juste, bah voilà, la sensation est trop désagréable, j'ai du mal à la supporter et j'ai pris l'habitude depuis pas mal de temps de fuir face à ça en fait. Et tout le monde agit comme ça, c'est normal. Je sais pas exactement si on sera constamment obligé de fuir, je pense que oui, d'une certaine manière, mais au moins j'en étais beaucoup plus conscient et observateur en fait. Et donc le lendemain, j'avais beaucoup mieux compris en fait. Et j'ai laissé toute la journée seul, sans stimulation, sans distraction, ce truc me pénétrer, ce truc infusé. Et là, j'ai compris des trucs sur moi, en fait. Là, vraiment, j'ai appris des choses et j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais ces mécanismes de plus en plus qui étaient installés et d'où est-ce qu'ils venaient, pourquoi ils étaient là. Parce que je pense que tout ce qui survit ne survit jamais par hasard. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Et en fait, j'irais même plus loin en disant que, à mon avis, la nature ne fait rien au hasard. Et putain, ouais, c'est dur, hein, c'est dur de dire ça parce que il y a évidemment plein d'exemples qui pourraient questionner ce raisonnement, mais je suis quand même assez, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait sens en fait. J'ai l'impression que ça fait sens.
Donc bref, on vit dans une société de la fuite où aujourd'hui tout le monde a pris l'habitude d'esquiver ses émotions négatives et d'ailleurs où aujourd'hui en fait dans notre société actuelle, c'est mal vu de ne pas être heureux. Tu n'as pas le droit d'être malheureux aujourd'hui. Genre, tu vas mal, on va essayer de te réconforter. Mais est-ce que il faudrait pas aller très mal pour ensuite aller très bien? Je pense que à certains moments, oui, et qu'il faut aller en profondeur dans ces émotions négatives, les laisser nous pénétrer pour que enfin elles puissent se dissiper. C'est comme si, imaginons un élastique. Aujourd'hui, ouais, imagine un élastique. Donc l'émotion négative, tu vas tirer, et du coup ça commence à faire mal. Genre on te tire, on te tire. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas tirer très très loin? Oh, l'élastique il va exploser. Et donc c'est comme si le nœud aura disparu, il aura éclos. Et ça c'est possible à partir du moment aussi où tu mets de la conscience et que tu es capable de percevoir que ça se produit. Parce que sans conscience, il se passe pas grand-chose en fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme on fuit, on n'est pas capable de prendre conscience d'une part qu'on fuit et d'autre part que qu'est-ce qu'on est en train de fuir. C'est impossible. Donc je pense que le game vraiment, c'est de s'obliger pendant un temps d'arrêter de fuir. Si t'as des problèmes dans ta vie qui persistent, oblige-toi à arrêter de fuir et vois ce qui se passe. Et ça va pas forcément être très agréable, mais enfin, je pense que c'est indispensable de passer par là pour avoir des processus d'évolution qui soient consistants. Qui soient consistants. Ok. On va passer avec un truc un peu plus léger, quoique. Le bateau de Thésée, c'est un concept philosophique, une sorte de problématique, de question, je trouvais très intéressante, que j'aimerais développer avec vous. Alors, la légende du bateau de Thésée, de base, elle est évoquée par Plutarque. Plutarque, il faut savoir que c'est un peu le mentor des mentors. Genre Montaigne, par exemple, il disait que Plutarque, c'était un de ses mentors. Et Plutarque a beaucoup inspiré toute la clique Aristote, Platon, machin et tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que Thésée, il part d'Athènes pour aller combattre le Minotaure. Parce que le Minotaure, voilà, il faut le vaincre. D'ailleurs, je sais plus, c'est le Minotaure, il existe dans quoi, mais il me semble que c'est une référence culturelle. Enfin, il y a des films où il y a un Minotaure, mais je sais plus lesquels. Bref. Il va affronter le Minotaure, Thésée, et il rentre vainqueur. Donc c'est génial, il est là à Athènes. Et il s'avère que pendant son combat, le bateau a eu quelques soucis. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le réparer. Les Athéniens vont le réparer pour lui. Et ils vont commencer par retirer les planches usées. Et ils vont les remplacer par des trucs un peu en métal, de faire en sorte que le bateau, voilà, il soit de nouveau bien plus solide, etc. Quoi. Tu répares un bateau, c'est normal. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, ils vont tout remplacer. Et il y aura plus aucune pièce et planche d'origine sur ce bateau. Et donc là, il y a les Athéniens qui viennent et qui disent, mais attendez les gars, mais ça c'est plus le bateau de Thésée. C'est un nouveau bateau que vous avez fait là parce qu'on le reconnaît plus en fait. Et il y en a d'autres qui disent mais non, enfin si je vous jure c'est le bateau de Thésée. On a juste tout remplacé mais c'est bien le bateau de Thésée. Et là il y a un problème philosophique qui a été exposé pour la première fois par Thomas Hobbes. Je sais pas comment on prononce le nom de ce gars, même si je sais qu'il est très connu. Thomas Hobbes, c'est un philosophe anglais. Je connais pas bien son travail, mais à mon avis c'est très intéressant. D'ailleurs en ce moment j'ai beaucoup plus envie d'explorer la philosophie. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que, enfin ça suscite plus d'intérêt chez moi en ce moment que, je sais pas, l'entrepreneuriat par exemple. Mais bon bref. Et là on a une question philosophique très intéressante, de savoir si le changement implique un changement d'identité. Est-ce que le changement de matière implique un changement d'identité? Par exemple, imagine que tu as un enfant qui vient de naître. Donc tu es dans la chambre d'hôpital, tu le vois, qui vient de sortir et tout. Tu sors et tu re-rentres et la personne a 80 ans. Et t'as la même scène, c'est exactement la même scène. Il y a la maman qui vient d'accoucher et tout, mais 80 ans.
La personne à côté, dans le lit, en train de se faire un petit câlin, bizarre, mais vas-y, ok. Et la mère te dit, ouais, c'est ma fille. Bon, tu sais que ça va être impossible, mais cet exemple est pourri, Dali. Qu'est-ce que tu fais? Oubliez. Juste, t'as un enfant, il vient de naître, ok, tu pars, tu reviens, il a 80 ans. Et cette personne te dit, oui, bah, je viens de naître il y a 2 ans, machin et tout. Tu sais que toi, c'est impossible. Mais au fond, si la personne l'affirme et si juste on a trouvé un moyen d'accélérer le processus de vieillissement, la question se pose de savoir si c'est véritablement la même personne ou pas. Et qu'est-ce qui détermine le fait que ça soit la même personne? Parce que, bah en fait, tu peux pas vraiment savoir, mais on pourrait filmer la scène et faire en sorte juste que, bah, dans une zone du monde, on est permis d'accélérer le temps et tu vois avec la caméra, tac, 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 ça vieillit. Donc t'as la preuve que la personne est passée d'un enfant à un adulte en seulement 2 heures. Donc tu le vois, t'es en mode ok, incroyable, bah, je vois le processus de changement. Donc il s'avère que oui, l'enfant que j'ai rencontré il y a 2 heures vient d'avoir 80 ans. Et c'est la même personne parce que j'ai la vidéo, quoi. Elle est pas truquée et tout, on n'a pas fait de choses. Et donc là, c'est intéressant parce que il y a un truc qui est que à partir du moment où on voit le processus de changement, ça veut dire que c'est plus facile pour le cerveau d'interpréter la même identité. Sauf que là, avec le bateau de Thésée, bah, ceux qui l'ont construit et qui l'ont refait, ils sont en mode c'est le même, mais ceux qui sont partis et qui reviennent et qui le voient, ils sont en mode bah c'est pas le même. Donc que pour qu'on n'ait pas de changement d'identité, il faudrait qu'on soit capable de voir le processus de changement. Ok, et il y a une autre question, c'est est-ce que si on avait gardé les planches du bateau et qu'avec on avait reconstruit un autre, bah, est-ce que ça serait encore le bateau de Thésée? C'est ça aussi la question intéressante. Genre, imagine, je déconstruis le bateau de Thésée, donc on a le nouveau qui a été remplacé et tout, mais on reprend les anciennes pièces et on en fait un nouveau bateau. Lequel est le bateau de Thésée? Bah, franchement, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Ce que dit Thomas Hobbes par rapport à ça, c'est que le bateau de Thésée n'aurait pu rester identique à lui-même que s'il était resté à quai. Mais là, moi, je suis pas d'accord parce que, d'une certaine manière, même si le bateau reste à quai, il va être victime des processus de changement comme tout ce qui se trouve dans la nature et dans le monde en est ainsi. Enfin, c'est aussi le cas pour toutes ces choses. Quand je vais rentrer chez moi, là, après mon voyage, ma mère va savoir que je suis encore la même personne. Et moi, je le sais aussi au fond de moi que même s'il y a eu des modifications qui sont physiques ou même autres, je suis encore la même personne. En tout cas, j'ai l'impression. Et donc là, il y a une portée encore un peu plus méta qui est, à mon avis, relative à l'âme. C'est-à-dire, est-ce que ce serait pas ce truc qui lui reste d'une certaine manière inchangé en permanence? J'en sais rien. Mais bon, bref, je trouve que c'est un problème philosophique qui est intéressant. Et il y a un truc aussi intéressant, c'est à partir de quel moment on peut dire que quelque chose a perdu son identité. Est-ce que il y a un processus, genre, l'enfant qui vient de passer de j'ai 2 ans à j'ai 80 ans, moi je les croise dans la rue à 2 moments différents, à 2 heures d'intervalle, et je vois pas le processus de changement, je dis que c'est 2 personnes qui sont différentes, c'est logique. Donc, pour moi, cette personne a perdu une forme d'identité. En tout cas, elle en a une nouvelle. Mais est-ce que si elle était passée de 2 à 3 ans et qu'elle avait la même tête, je dirais ça? Pas sûr, parce que la différence entre un gamin qui a 14 et 15 ans, un gamin, j'ai 22 ans, je suis un gamin. Un gamin qui a 22 et 23 ans, pour moi, c'est la même personne, en fait. Donc elle a pas perdu son identité, mais peut-être que si elle était passée de 20 à 30 ans, là, je dirais que c'est une autre personne. Et quoique, j'en suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qui délimite ça? J'en sais rien. J'en sais rien, mais bon, je trouve que c'est intéressant. Bon, quatrième idée, on va aller sur des trucs qui sont un petit peu plus pratiques. Des vrais conseils que j'ai trouvé très très pertinents sur l'art de s'imposer dans un débat. Comment gagner des débats, comment être un peu plus pertinent et tout par rapport à ça. Ok, je bois un peu d'eau, il fait super chaud là, c'est un truc de ouf. Putain, en plus j'ai lavé mon t-shirt il y a pas longtemps. Est-ce que j'allumerai pas la clim? Oh là là, la tentation est forte.
Non, c'est bon, allez, je tiens. Je tiens. Hop. Putain, j'espère que j'ai eu un appel, j'espère que ça a pas coupé la vidéo. Sinon, j'ai trop le seum. Ok, on y va, de toute façon, c'est pas grave. Donc, une des plus grandes leçons qu'a eu Adam Grant par un gars qui était un peu le champion du monde des concours d'éloquence, c'est que trop d'arguments ne servent à rien, mais que en réalité, il est préférable d'en avoir un ou deux forts sur lesquels s'appuyer. Parce que plus tu emploies d'arguments, plus tes chances que les autres trouvent des points faibles sur ces arguments sont fortes. If you have too many arguments, you dilute the power of each and everyone. Si t'as trop d'arguments, tu dilues le pouvoir de chacun et de tous ces arguments. Et il y a, donc c'est Rachman, c'est le nom du gars qui gagnait tous les concours d'éloquence, c'était un peu le génie et tout. Il a dit, a weak argument generally dilutes a strong one. Donc un argument faible souvent dilue un argument fort. Et ça c'est vrai. Et il y a une sorte de d'illustration dans le bouquin où tu vois que dans une balance, quand tu mets deux forts arguments, bah en fait ça peut peser beaucoup plus lourd que 5 arguments qui sont assez faibles. Et il s'avère qu'il y a une étude qui a été menée. Donc la source c'est Mixed Reason Misgiving, the cost of blending egoistic and altruistic reason in donation request. Ça c'est dans le second cerveau si ça vous intéresse. Bref, maintenant je vais faire ça d'ailleurs quand je vais essayer d'être un petit peu plus rigoureux sur le second cerveau parce que comme je sais que maintenant il y a pas mal de gens qui l'ont acheté et qui vont le lire sûrement régulièrement, j'espère. Je vais essayer d'être un peu plus rigoureux aussi sur les sources d'où viennent par exemple l'étude, comme ça vous pouvez back-up un peu ce que vous disiez, enfin ce que vous dites quand vous faites, je sais pas, du contenu ou juste vous discutez et tout, ou aller creuser un peu plus les sujets. Donc bref, maintenant je note un peu les sources des études et tout. Bref, d'après une étude, avec deux styles d'argumentaire différents pour convaincre les gens de faire un don, il semble que, en moyenne, les deux messages permettent d'obtenir 6,5% de donations. Mais ce qu'ils ont alors décidé de faire, c'est de mettre les deux ensemble. Genre au début, donc dans l'étude, t'as cet argument, ok, les deux marchent plutôt bien, 6,5%. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux arguments ensemble. On se dit, bon, bah, plus il y a d'arguments, plus normalement, les gens devraient être convaincus et faire des dons. Sauf qu'il s'avère que on passe de 6,5% de taux de donation à moins de 3%. Parce que, en fait, un argument, ça ressemble un peu à une conversation, alors que quand tu commences à en envoyer plusieurs, bah, ça passe tout de suite un peu plus pour un speech commercial. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est très intéressant parce que naturellement, quand on discute avec quelqu'un, on veut lui montrer qu'il a tort sur quelque chose, on va lui dire mais regarde t'as tort parce que il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et on a une tendance à empiler un peu les arguments, mais ça c'est pas à mon avis la meilleure manière de procéder, et souvent c'est largement suffisant en fait de prendre un exemple qui est fort et qui est quasiment irréfutable sur certains points et d'appuyer et de montrer par plein de manières différentes que c'est le cas. Et donc, dans le concours d'éloquence, il disait, le gars, bah voilà, en fait, moi, souvent, j'ai un ou deux arguments qui sont très forts. J'évite de m'éparpiller et de dire, ah oui, mais il y a ça aussi qui fait que machin. Parce que, bah, en fait, c'est comme si tu ouvrais de plus en plus ton armure et qu'elle était de plus en plus faible. Et même quand vous voulez, je sais pas, discuter avec quelqu'un sur la potentialité de changer un comportement, bah c'est pas la peine de lui dire qu'il faut faire du sport parce que ça va être bon pour son cœur et que ça va être bon pour son cerveau et que ça va être bon pour machin. Non, c'est pas la peine et souvent ça n'appuie pas plus d'autorité aux propos. En fait, ça change pas grand chose. Ok, il va encore un peu plus loin en il y a un graphique que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'est-ce que les négociateurs extrêmement doués, genre les meilleurs experts, font différemment que les autres. Et déjà, un des trucs principaux, c'est que un mec un peu moyen, il va assez peu appuyer sur les points communs qu'ont les deux interlocuteurs. Alors qu'un très bon négociateur, il va faire ça. Donc, pour convaincre quelqu'un, il faut pas seulement avoir des bons arguments, il faut avant tout montrer que nous avons les bonnes motivations pour lui d'agir ainsi. Et pour ça, souvent, c'est de montrer qu'on a des points communs. Genre, par exemple, si tu commences un débat avec quelqu'un, c'est pertinent à mon avis de dire que ok, bon bah tous les deux, on veut faire en sorte que les gens soient en meilleure santé. Ok, on est d'accord sur ça. Bon, ça c'est intéressant. Donc à partir de ça, voilà, il s'avère que tac, tu peux dérouler ton argumentaire. Mais ça c'est un des points communs qu'il a remarqué avec les négociateurs très doués, c'est qu'ils appuient souvent sur le common ground, c'est-à-dire les trucs sur lesquels on est d'accord.
Et donc ça, c'est une bonne technique d'argumentation et de débat. C'est OK, bon, sur quoi est-ce que tous les deux on est d'accord? Et à partir de ça, on va pouvoir discuter et avancer un peu plus. Autre différence, il s'avère que les négociateurs moyens, ils utilisent 2 fois plus de justifications et de raisons pour dire bah voilà, c'est comme ça, alors que les négociateurs, ils en utilisent beaucoup, enfin les bons négociateurs beaucoup moins. Et ensuite, les très bons négociateurs, ils posent beaucoup de questions. Ils posent beaucoup de questions. Et ça, c'est très important pour un peu mieux comprendre comment est-ce que pense la personne et s'intéresser davantage à elle et à ses idées. Ne pas simplement être juste dans un processus de t'as dit ça, mais ça c'est faux parce que machin. C'est plus ok, pourquoi est-ce que tu penses ça? Ok, machin, machin, machin. Mais attends, mais du coup, je comprends pas. Tu m'as dit au début que t'avais comme toi comme moi, on avait la même intention, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens soient en meilleure santé, mais là, t'es en train de me dire ça, et tu vois bien que c'est pas compatible, ok, machin. Et donc, là, on peut appuyer sur des trucs, et je sais pas pourquoi, mais quand j'apprends ce genre de choses, j'ai envie de faire des débats et d'aller potentiellement faire des concours d'éloquence. Mais bon, je crois que trop souvent dans ces podcasts, je dis j'ai envie de faire des choses et je les fais pas, donc on va arrêter de parler dans le vide, entre guillemets, et de ne pas mettre en pratique les choses. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai eu une idée, mais je me suis dit, putain, ça serait vraiment marrant chaque semaine, on lise les mêmes livres. Et parce que ça rendrait, à mon avis, le podcast peut-être un peu plus intéressant et interactif. Mais ce serait peut-être pas le podcast, mais j'ai réfléchi à l'idée, et je sais pas, c'est simplement une idée qu'on pourrait pour le coup mettre en pratique, ça serait bien, ouvrir un club de lecture. C'est-à-dire que chaque semaine ou chaque mois, ou peut-être entre les deux, chaque 2 semaines, il y a un livre qu'on doit tous lire, et ensuite on fait une sorte de j'aimerais tellement faire ça en présentiel, ça serait beaucoup mieux. On se rejoint dans un endroit, j'ouvre un book club, le Dali Club. À 6 heures du matin, le club de nuit qui ouvre le plus tôt. On ouvre à 6 heures, les boîtes de nuit ferment à 6 heures, nous on ouvre le book club à 6 heures, le Dali Club, et on vient discuter de livres, boire du café, et faire des petites pompes. Ça serait marrant, ça ferait un beau projet. Mais ouais, ça pourrait être sympa d'ouvrir une sorte de club de lecture où on partage un peu ses idées. Parce que lire un livre, c'est sympathique et ça demande c'est une sorte de travail introspectif un peu. Mais c'est encore mieux, après, je trouve quand même, de pouvoir débattre avec les gens. Et bon, les clubs de lecture, ça existe depuis la nuit des temps en vrai, hein, mais j'aimerais bien remettre ça à la mode, quoi. Ça pourrait être cool, quoi. Venez, on remet les clubs de lecture à la mode. Au lieu des vieux clubs là où on danse jusqu'à 6 heures du matin parce que notre vie est un peu nulle et qu'on est obligé de trouver d'autres stimulations. Ah, ça pourrait être vraiment stylé. Bon, bref. Je continue. Euh, pour revenir à ces insides sur les débats, il y a un autre truc que dit Adam Grant dans le bouquin, qui tiré donc de ses experts, c'est que la personne qui a le plus de chances de changer ton comportement, c'est toi-même. Et en fait, il a fait une étude avec des fans de basketball. L'étude a été menée par Rachel Briouse. Le meilleur moyen d'augmenter le taux de show-up au match, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent le regarder, c'était d'envoyer un mail qui posait la question Salut, est-ce que t'as prévu de venir ce week-end? Parce que en fait, ça laisse la liberté aux gens de choisir, et on sait que c'est le meilleur moyen d'influencer quelqu'un. Et en plus, c'est plus éthique. Et moi, je trouve ça beaucoup plus sympathique, en fait, de laisser les gens, et il y a un phénomène qu'on appelle, enfin, il y a un truc, ça s'appelle de motivational interviewing, un truc comme ça, bon, l'interview motivée, qui est beaucoup utilisé par les psychologues, etc., et qui est de plus en plus utilisé et populaire. C'est, en gros, tu vas faire une sorte de conversation avec quelqu'un, mais le but, c'est juste d'être un miroir qui lui montre quelles sont les motivations en elle qu'elle peut utiliser pour modifier son comportement. Et en fait, il s'avère que ça, sur le long terme, c'est beaucoup plus tenable et ça marche beaucoup mieux. Donc, quand on essaye de débattre avec quelqu'un et potentiellement même d'avoir de l'influence sur un proche, etc., ça sert à rien de lui dire il faut que tu fasses ça, machin et tout, même si c'est une tendance naturelle. Et pareil, Adam Grant, il en parle, il dit que... Putain, je suis en train de vous spoiler tout le livre là. Il y a un phénomène qu'on appelle... Je vais le retrouver. Il est intéressant, voilà, c'est le phénomène de writing reflex.
ce qui a été mis en évidence par Miller, qui montre que l'humain a un désir immense à régler les problèmes des autres et à donner des solutions. Genre, il peut pas s'en empêcher, tu sais. Tu vois la situation, souvent, toi, t'as un peu d'avance sur ça, et t'es passé par là, donc tu sais exactement, en tout cas, moi, je sais que ça fonctionne beaucoup comme ça dans ma tête, où je vois exactement, hein, le chemin, la personne sur laquelle elle est, je sais à peu près ce qu'elle devrait faire et tout, et si tu m'écoutes et tu mets ton cerveau en pause, bah, t'inquiète pas, tout va bien se passer, mais on peut pas agir comme ça ne marche pas. Il faut simplement aider la personne à trouver en elle-même ses réponses. C'est comme ça qu'on arrive à modifier des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça, et on comprend que rien ne fait plus de sens que de retrouver les choses en soi, en fait. Parce que quand ça vient de soi, c'est comme si tu éliminais une part de doute qui était immense. Et tu trouvais un sens qui était bien plus supérieur. Parce que aujourd'hui, je pense on a pris trop l'habitude de faire des choses qui ont été influencées et dictées uniquement par l'extérieur, parce que l'influence sera perpétuelle, c'est-à-dire qu'on sera toujours influencé par les autres et on aura toujours tendance à être mimétique. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est de pas faire ce travail de ok, tu veux me donner ça, vas-y, hop, donne-moi tous ces trucs là, je les mets en moi et je vois ce qui se passe. Ok, ça, ah ouais, pas mal, ça me donne envie. Ah ouais, c'est vrai, en plus, tac, 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 tac. Ok, let's go, j'y vais, et je le fais. Et là, il y a plus cette questionnement de est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je fais le bon truc et tout. T'as réfléchi à ce sujet, t'as pris le temps de faire ce travail de profondeur et de savoir par rapport à toi qu'est-ce qui se passait et comment ça résonnait. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on prend les trucs, on se les approprie dans nos schémas de fuite et on y va, c'est parti. Et après, on se pose des questions de ah, mais pourquoi je procrastine à faire ce truc, machin et tout. Bah oui, bien sûr. Bon, bref. Dernière chose sur le débat que j'ai trouvé très intéressante, c'est que quand tu débats avec quelqu'un et que ça n'avance pas, tu peux toujours lui poser la question qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Et si la réponse est rien, bah dans ces cas-là, tu arrêtes de débattre avec lui. Et ça c'est bien parce que ça le met justement face à sa problématique qui est OK. Donc là, on est sur un débat, j'ai l'impression qu'on est sans issue et tout. Est-ce qu'il y a un truc au moins qui pourrait te faire changer d'avis? Non? OK. Bon bah dans ce cas-là, ça ne sert à rien de débattre en fait, toi et moi, parce que je vois que tu n'es pas ouvert et c'est impossible pour toi de changer d'avis. Et là, bon bah évidemment tu marques un point parce que s'il y a des gens qui écoutent ça, ils vont être en mode OK, bah du coup le mec va à un débat mais il peut pas changer d'avis, ou ça veut dire qu'il est pas très ouvert, il est pas capable de remettre son truc en question et tout, et là, bim, échec et mat. Magnifique. Donc voilà, ça c'est le petit, le petit piment qu'on aime bien, un peu provocateur, qui est en mode, tiens, prends ça dans la face. Ça fait pas de mal parfois, hein. On va pas se mentir. Putain, je vois pas le temps passer, c'est un truc de fou. Ok. 5e idée, beaucoup plus rapide celle-là, la métaphore du brouillard. J'adore ce truc. C'est inspiré par Lawrence Doctorow. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Doctorow. Alors, non. Doctorow, je cherche, j'en ai pour pas longtemps. De toute façon, bon, ça va. Je sais que sur Light, vous apprenez de plus en plus à vous ennuyer. En tout cas, j'espère. Personnellement, là, c'est bon. C'est devenu easy pour moi. C'est pas easy. Non, c'est pas easy, mais c'est devenu un nouveau pattern dans mon cerveau là qui prend de plus en plus de place de j'ai un affaire, je fais rien. Et c'est ok, c'est pas grave. Et je pense que en ce moment, je passe entre 5 et 10 heures par jour sans stimulation externe, si ce n'est l'environnement physique, je veux dire. Et ça, c'est fou, c'est puissant, hein, c'est vraiment très très puissant. Ok, le gars c'est Edgar Lawrence Doctorow, qui était un romancier américain. Bon, je vais pas faire le mec qui connaît, j'en connais rien, mais bon bref. Je lui pique sa petite métaphore du brouillard sur la vie. En gros, la vie c'est quoi? La vie, c'est comme si tu conduis, donc t'es dans ta voiture et tout. Il y a du brouillard, donc tu vois pas grand chose et tout, mais grâce à tes feux de brouillard là qu'on a inventés, t'es quand même capable de voir à peu près à 20-30 mètres. Donc, ce qui est cool, c'est que ça te permet d'avancer. Tu peux quand même continuer à conduire. C'est un peu dangereux et tout, tu vas faire gaffe aux angles morts, machin, mais ça passe. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que malgré le brouillard, malgré le fait que tu ne vois pas loin, tu seras quand même en capacité de finir ton trajet. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles métaphores qu'on peut trouver sur la vie. La vie, c'est toi qui chemines un peu dans le brouillard. Parfois,
Je sais pas pourquoi le brouillard disparaît, genre tu vois loin et tout, t'as des visions, machin, ça c'est clair. T'as le GPS, genre t'as vu sur le GPS que hop, la prochaine route elle est comme ça. Euh, mais c'est quand même assez rassurant de savoir que c'est pas parce que tu vois seulement aujourd'hui qu'à 20 mètres, c'est-à-dire à une échelle de temps qui pourrait être d'une semaine ou d'un mois, que tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout et arriver à bon port. C'est quand même possible. Et ce n'est pas un problème de ne pas savoir exactement où tu vas et de ne pas voir exactement où tu vas. Ce qui compte, c'est de continuer d'avancer et de simplement rester attentif par rapport à ce brouillard et par rapport à ce que tu vois sur la route. Genre s'il y a un chevreuil qui passe, bon bah tu vas devoir t'écarter quoi. Et il y a des gens, ils sont pas capables de s'écarter parce qu'ils suivent le GPS, ils sont en mode le trajet va être comme ça. Mais c'est pas comme ça que fonctionne la vie. Bon bref, je trouvais ça intéressant. J'ai une petite chouquette pour vous cette semaine, c'est une petite citation. It's better to lose the past 2 years of progress than to waste the next 20. C'est mieux de perdre les 2 ans, les 2 dernières années de progrès que de gaspiller les 20 prochains. Les 20 prochains. Prochaines, je sais pas. Ça c'est vrai. Et ça, dans ma situation actuelle, ça me parle beaucoup parce que c'est comme si j'avais maîtrisé des skills aujourd'hui qui sont assez valorisés et qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, entre autres et de popularité, on va dire, ou même de pouvoir. Donc j'ai fourni beaucoup d'efforts pour ça et aujourd'hui j'ai décidé d'y renoncer d'une certaine manière, hein, même si c'est loin d'être perdu et c'est loin de ne pas être utile. Mais je pense que le fait de renoncer à ça me permet, sur les 20 prochaines années, d'éviter d'aller dans le fossé, genre. D'aller dans une sorte de fossé où, en fait... parce que, donc ça, j'en avais déjà parlé, mais j'ai vraiment décidé d'arrêter les formats courts parce que pour moi, ça, ça n'aide pas le monde, en fait. Et je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui bénéficient d'une certaine intelligence, d'une certaine rapidité d'esprit, de par leur éducation et tous ces trucs, qui est pas mis, qui est mis uniquement au profit de l'individu au lieu du collectif. Et j'ai l'impression que je tends de plus en plus à devenir un peu socialiste, un peu gauchiste, un peu tous ces trucs. Et c'est marrant d'ailleurs parce il y a 3 mois, je disais dans un podcast que j'étais plutôt de droite. Et c'était le cas d'ailleurs, hein. Mais là, ça slide un peu sur la gauche. Mais, et, et, et encore une fois, ça, pourquoi est-ce que ça me fait pas peur de le dire et j'en suis, enfin, je suis à l'aise avec ça parce que en fait, ça vient de réflexion personnelle, genre. C'est Dali qui a pris le temps d'amagasiner un peu toutes les informations qui sont rentrées dans son cerveau, etc. et de vraiment prendre le temps de faire le tri et de voir qu'est-ce qui faisait le plus sens. Et aujourd'hui, quand je prends un petit peu de recul, voilà ce vers quoi je tends et ce vers quoi j'aspire, c'est-à-dire une vision peut-être un peu plus collective de la vie plutôt qu'individualiste. Et c'est aussi une des raisons qui fait que, par exemple, la muscu, bah, ça m'intéresse moins. Parce que j'ai l'impression que ça ne sert que l'individu. Même si ça peut être mis à profit du collectif, évidemment. Hein, évidemment, quand il y a un gars qui est fort, qui peut t'aider à porter un truc ou je sais quoi, bah t'es bien content qu'il fasse de la muscu, évidemment. Et même pour toi, quand toi tu te sens bien de manière individuelle, c'est là où tu es le plus en phase et en capacité d'aider le collectif. Mais je pense que avant, la manière de procéder était plus, je me sers du collectif pour mon individu. Et encore une fois, il y a ce schéma de, je prends l'extérieur et je le ramène vers moi. C'est genre, je possède, ça m'appartient, c'est pour me servir à moi. Aujourd'hui, moi, j'ai plus envie d'aller de, ok, tac, ça va bien, et fou, on infuse un peu partout dans toutes les directions. Hum, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais en tout cas, c'est ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu te reconnectes à toi de la manière la plus authentique possible, tu ne
enfin, tu doutes beaucoup moins, en fait. Quand tu es en train de méditer, et ça m'est arrivé plein de fois, là, ces derniers temps, et que il y a des choses qui viennent dans ton cerveau et des trucs qui font sens et que t'avais jamais pris le temps de reconsidérer ou de remettre en perspective, mais que là, ça te vient pendant une méditation, mais comment veux-tu, je dirais pas douter de ça, parce qu'évidemment, il faut douter de tout, mais comment ne veux pas tu juger la pertinence de cette information et de cet insight? Enfin, c'est complètement différent, en fait. C'est plus la personne qui t'a dit que ça fonctionnait comme ça, machin et tout, mais c'est toi qui vraiment a l'impression que ça fait du sens. Et il y a un truc qui est partagé aussi par Adam Grant que j'ai adoré, vraiment. Euh, achetez achetez le résumé du livre, il est trop bien. J'espère juste que c'est synchronisé en temps réel, mais je crois que c'est le cas. Hein, et au pire des cas, s'il n'est pas, tu m'envoies un petit mail, un petit message, enfin un mail, je te répondrai avec certitude et je ferai en sorte que ça soit le cas. De toute façon, je le rappelle, mais l'accès au second cerveau, il est à vie. Et moi, je compte bien, tant que l'application elle est dispo, et d'ailleurs elle est open source, donc c'est trop bien. Il y aura pas trop de galères, il y a pas mal de souveraineté sur ça. Voilà, ce sera t'as accès pour 20 € à toutes les notes de Dali et de résumés de livres à vie. Donc je pense que c'est pas trop mal. Euh, Alors, je retrouve le truc, mais oui, oui, excellent, excellent. En gros, d'après une étude sur des astronautes, après un voyage, il s'avère que, étant donné qu'ils ont pris, enfin, c'est une des raisons qui explique la prise de conscience, mais comme ils ont pris beaucoup de recul, ils sont beaucoup plus focalisés sur le collectif que sur l'individu. Et quand les gens prennent du recul, ouvrent au niveau macro, et là j'ai mis entre parenthèses, c'est-à-dire sortent de l'ego, ils commencent à considérer beaucoup plus le niveau collectif, et c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. C'est étrange, plus je suis seul, plus je penche collectif et prends conscience de ça. Et le lien de l'étude, c'est Change in the hierarchy of value reference associate with flying in space. C'est qu'en anglais, désolé, parce que bon, la plupart des études sur Google Scholar sont publiées en anglais. Mais donc ouais, c'est marrant, un astronaute quand il part en exploration, il prend beaucoup de recul sur la Terre et du coup il est en mode putain, moi je suis que dalle en fait, genre moi on s'en branle, on regarde tout ce truc et tout, et ils reviennent et donc ils pensent beaucoup plus au collectif que l'individu. Et je pense que c'est peut-être un des problèmes du dev perso, c'est que c'est vraiment trop auto-centré à beaucoup d'égards en fait. En même temps c'est un beau processus, et moi ça m'a apporté beaucoup, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux me permettre. C'est comme si, en fait, quand tu t'es, d'un point de vue individuel, quand t'as réussi certaines choses, bah après, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que c'est en train d'évoluer en ce moment. C'est, ok, bon, bah, comment est-ce que je fais maintenant pour que cette évolution personnelle ait encore plus d'impact au niveau collectif? Parce que c'est vraiment comme ça que il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont bouger. Et il y a un autre truc aussi dont je discutais hier avec les gars au restaurant, c'est que je pense que pour revenir à l'inconfort, ça part un peu dans tous les sens là, je me suis éloigné du point, mais en même temps, je pense que c'est ça aussi la beauté de ce podcast, c'est que le comment est-ce que tu te mets le plus dans l'inconfort? Genre, comment est-ce que tu peux aller le plus loin? Eh bien, c'est simplement quand tu as un sens qui te dépasse. Par exemple, tu as ton père qui est en train de mourir je ne sais pas où. Bon bah si il faut que tu manges pas pendant une semaine, que tu marches 10 heures par jour pour aller le sauver, je suis assez intimement convaincu que tu vas le faire. Parce que tu as un sens qui est supérieur à tout et qui fait que tu peux te permettre d'un point de vue individuel, faire des concessions immenses et affronter une forme d'inconfort qui est tellement extrême, mais qui a un sens supérieur qui fait que ça marche. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui fait que la procrastination et toutes ces choses aujourd'hui existent, ou en tout cas sont beaucoup trop présentes. C'est parce on se bat sur on a des combats qui sont beaucoup trop individuels et qui donc, on est en incapacité de passer une certaine forme d'inconfort parce que le sens n'y est pas, ou en tout cas, il a pas assez de force sur nous. Mais quand tu te bats pour quelque chose de plus grand, peu importe la manière, eh ben je pense que t'es capable d'affronter beaucoup plus d'inconfort
et je trouve ça assez intéressant. Bon bref, je vais m'arrêter là parce que ça fait un peu plus d'une heure et que je transpire comme un ouf. 1h04, je crois que j'ai jamais fait aussi longtemps, il me semble. C'était un plaisir. Encore une fois, comme chaque semaine. Est-ce que le club de lecture, c'est un truc qui vous intéresse? Parce que ça, personnellement, je suis prêt à m'investir dedans et ça me parle. Donc on peut potentiellement aller plus loin. Mais là, j'ai besoin d'avoir des retours de votre part, que ça soit par mail ou simplement sur les commentaires Spotify ou YouTube. Donc let's go. Je suis preneur de savoir. Et je le rappelle, si ça t'intéresse, tu peux cliquer premier lien en description pour avoir accès à mon second cerveau. Je vais faire la vidéo d'ailleurs juste après la de présentation pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble et histoire d'avoir un œil un peu plus éclairé sur qu'est-ce qui t'attend. C'était Dali, c'était un grand plaisir. Merci de m'écouter chaque semaine. Pour moi, ça me touche beaucoup et ça a vraiment beaucoup d'importance. C'est le projet aujourd'hui qui m'anime le plus, même si c'est, on va dire, un petit projet. À la semaine prochaine pour l'épisode numéro 27. Et qui sait, je serai peut-être en Norvège d'ici là ou en Thaïlande encore, j'en sais rien. Ou je sais rien, on verra bien. Mais je dis la Norvège pas par hasard parce que ce pays m'attire aussi beaucoup. Mais bon, il fait un peu froid en ce moment. Bref, c'était Dali. Ciao.